Bonjour Laure, est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui pour toi représentent le mieux ton domaine? Bonjour Pascal, alors oui, après beaucoup de réflexion, j'en ai choisi 3, même si c'est très difficile parce que on aime un petit peu tous les vins du domaine, c'est tous nos bébés et c'est toujours difficile d'en sélectionner que 3. Mais j'ai choisi j'ai décidé de choisir un Auxerrois vieille vigne pour commencer, millésime 2017. Ensuite, en deuxième, on découvrira ensemble le Riesling Letzenberg, millésime 2016. Et pour finir, une de nos cuvées phares issues du Grand Cru Käferkopf, le Grand K. On ne peut pas passer à côté du Käferkopf ici au domaine. On est à Merchwir en même temps. Voilà, exactement. Alors, on va commencer par le premier vin, donc l'Auxerrois vieille vigne. Alors bien sûr, on peut dire aussi Pinot Auxerrois, mais chez nous au domaine, cette cuvée s'appelle l'Auxerrois. Donc en fait, souvent en Alsace, c'est vrai que les vignerons assemblent le Pinot blanc et le Pinot Auxerrois, et sur l'étiquette, on voit seulement le nom apparaître du Pinot blanc. Chez nous, au domaine, on aime beaucoup séparer finalement l'Auxerrois du Pinot blanc. Mon père a commencé ça depuis très longtemps. Parce que même si c'est la même famille, on va dire, de raisins, c'est quand même un petit peu différent. Donc l'Auxerrois va être, rien que le raisin, déjà la variété est un petit peu différente. On va être sur une couleur différente, un petit peu plus dorée qu'un Pinot blanc. Et aussi, l'Auxerrois, ça a beaucoup de caractère. C'est un vin que j'aime bien, qui me ressemble un peu, on peut dire aussi. On est sur un vin qui a toujours, déjà pour commencer, une très belle robe. Là, on est sur un vin jeune, 2017, donc la robe est encore assez pâle, mais déjà bien, on est sur un doré, clair, on va dire. Et au nez, c'est une cuvée que j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment sur un vin expressif, un vin avec du caractère au nez. C'est pas un simple Auxerrois, on est vraiment sur une seule parcelle de vigne du domaine. C'est des vignes qui ont été plantées il y a plus de 60 ans. Donc c'est des très vieilles vignes, une seule parcelle plantée sur un terroir granitique du village d'Amerschwir. Et on a sur cette parcelle toujours des très petits rendements, des petits raisins, des petites baies très concentrées. Et ça donne un Auxerrois avec énormément de matière. Donc c'est ça qui est assez unique. Pour être honnête, on vendange toujours cet Auxerrois très tôt. Si l'Auxerrois est vendangé trop tard, malheureusement, on va souvent avoir un manque d'acidité. Ça peut donner un vin un petit peu mou. Donc, tout de suite après les créments d'Alsace, on utilise chez nous au domaine 3 cépages pour les créments, c'est le Pinot blanc, le Chardonnay et le Pinot noir. Et dès qu'on a terminé de vendanger ces 3 cépages pour le crément, on attaque tout de suite l'Auxerrois en règle générale. Donc là, on est sur en plus le millésime 17 qui était un super millésime. Alors malheureusement, chez nous, dans le village, pas en termes de quantité. C'était très très faible. On avait beaucoup de gelée au printemps. Par contre, en termes de qualité, c'est un de mes millésimes préférés parce qu'on avait énormément de concentration et en même temps des acidités incroyables. Donc c'est vraiment un beau millésime. Donc c'est une toute petite cuvée. On avait très peu de raisins en 2017 sur cette parcelle. Donc au nez, on est vraiment sur des notes. C'est étonnant, c'est un peu exotique. On a des notes un petit peu ananas, mangue, et en même temps on est sur des notes plus classiques, c'est-à-dire on a un peu, je trouve, l'abricot séché, la pêche blanche, ce qu'on trouve aussi souvent dans certains pinots blancs. Et surtout, on a quelque chose de très typique qu'on retrouve chaque année dans notre Auxerrois vieille vigne. C'est des notes un petit peu toastées. On a un côté un peu brioché, toasté, un petit peu amande grillée. Ça, c'est vraiment au nez une particularité de l'Auxerrois. Donc c'est assez intéressant, effectivement. Est-ce que ça vient de l'élevage? Alors, oui et non. On va dire que ça vient principalement quand même du cépage auxerrois. Mais aussi, c'est vrai qu'on travaille en foudre. Donc là, il y a un exemple, par exemple, de foudre centenaire. Ça, c'est un foudre d'un de mes ancêtres. Moi, je suis la 15e génération aujourd'hui. Et un de mes ancêtres avait décidé de faire construire 5 foudres pour chacun de ses enfants. Et ça, c'est le foudre, par exemple, de Emma Adam. Donc là, il y a les initiales de mon ancêtre et ça a été construit en 1883.
Et encore aujourd'hui, on utilise ces foudres, et particulièrement, là il y a un Sylvaner 2018 actuellement dedans, mais l'auxerrois est toujours vinifié en foudre, et je trouve que ça lui apporte plus de gras, plus de matière. C'est vraiment effectivement intéressant de travailler en foudre. Alors c'est aussi un vin qui est vinifié sur lie fine, encore une fois pour vraiment essayer de lui ramener le maximum de matière. Donc là en bouche, on a un vin ample, un vin riche, mais en fin de bouche on a vraiment une acidité très longue, très vraiment typique du granit, je pourrais dire aussi. On a vraiment cette longueur et cette acidité, ça part droit on peut dire. C'est un auxerrois sec. Comme je disais avant aussi, c'est vrai que si on le récolte trop tard, tout de suite on va avoir un petit peu trop de degrés, trop de sucre résiduel au final, trop d'alcool, donc on essaye pour ce vin vraiment de trouver, on va dire, un équilibre entre la matière, l'alcool, l'acidité. C'est très important dans un auxerrois. Et pour moi, j'ai aussi décidé de présenter ce vin parce que je pense qu'il faut aussi dire qu'en Alsace, on a autant des vins pour tous les jours que des grands vins pour des occasions un petit peu spéciales. Moi, ça, c'est mon vin de tous les jours. C'est le vin que j'aime beaucoup. Et quand je suis invitée, par exemple, quelque part, chez des amis ou de la famille, je sais pas forcément ce qu'on va manger, j'emmène toujours une bouteille d'auxerrois. C'est une bonne, ouais. Voilà, parce que je trouve que c'est le vin, finalement, qui va accompagner tout un repas, qui est facile à boire. Voilà, on peut le prendre autant à l'apéritif que sur des entrées froides. Et même, on a la chance aussi de retrouver ce vin sur des très belles tables. Justement, certains sommeliers le font découvrir aux clients avec des plats à base de poisson, noix de Saint-Jacques. C'est vraiment un vin au verre, finalement, très accessible et facile à accorder avec quelque chose. C'est un vin joker, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Alors j'ai beaucoup hésité parce que j'aime beaucoup le crément aussi, j'aime beaucoup les bulles. J'ai hésité à pas prendre un crément, mais finalement, je trouve que l'auxerrois, c'est quelque chose d'un petit peu plus atypique. On oublie souvent ces vins simples, pas le côté péjoratif, mais des vins de copains, quoi, finalement. Exactement. Et ces derniers temps, au domaine, avec mon père, on a aussi beaucoup, on a créé des cuvées comme ça de vins. On a une cuvée qu'on a créée il y a 1 an, un assemblage de Sylvaner Muscat, voilà, dans le même esprit. On cherche vraiment aujourd'hui aussi à faire des vins plus faciles à comprendre, accessibles aussi pour les jeunes, les nouvelles générations qui découvrent l'Alsace, voilà. Donc ça fait partie des cuvées que j'aime bien faire découvrir tout de suite quand quelqu'un arrive pour vraiment montrer qu'en Alsace on peut faire des vins simples mais très frais et faciles à consommer, on va dire. Sympa, vraiment. Ouais. C'est vrai que pour une mise en bouche, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. C'est un vin qui ouvre l'appétit. Ouais, c'est un vin aussi qui est très digeste, très frais. Ça, c'est vraiment toujours important pour nous au domaine de faire des vins, on peut dire comme ça, facile à boire et surtout facile à poser sur une belle table pour un repas. Alors le deuxième vin que j'ai choisi, c'est un Riesling Letzenberg. Alors Letzenberg, c'est pas un vin, c'est pas une parcelle de vigne qui provient du village. On s'éloigne pas trop, mais on est sur Ingersheim. Donc Ingersheim, on a la chance, mon grand-père a eu la chance, même mon arrière-grand-père, d'acheter des vignes sur ce terroir. C'est un terroir que j'apprécie particulièrement, aussi parce que c'est un terroir très différent de ce qu'on retrouve ici à Macheur, où on a majoritairement du calcaire, du granit. Là, on est sur un terroir argilo-calcaire. Donc on est sur une petite colline, vraiment à Ingersheim, à la sortie, on va dire, d'Ingersheim, direction Niedermorschwihr. Et là, on est sur une parcelle qui est exposée nord-ouest. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas forcément des parcelles recherchées.
Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment heureux d'avoir une parcelle qui est exposée nord-ouest pour vraiment avoir cette fraîcheur dans le Riesling. On est sur une parcelle qui ne souffre jamais de la sécheresse. On est vraiment sur une colline, c'est une magnifique colline, le Letzenberg, avec un sol qui va être très très lourd. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est que c'est très venteux. Par là-bas, on a toujours un vent assez froid, mais qui finalement va aider à la concentration du Riesling. C'est ça qui est assez impressionnant. Alors quand on va là-bas pendant les vendanges, je préviens toujours mon équipe de vendangeurs, je dis attention, voilà, couvrez-vous parce que vous allez voir que là-bas, on est vraiment un peu plus sur les hauteurs et c'est assez impressionnant. Il y a un petit microclimat, on peut dire. Et c'est pas un grand cru, c'est un lieu-dit qui deviendra certainement premier cru. Mais là, on est vraiment sur, pour moi, un grand terroir à Riesling. C'est un terroir qu'on travaille en biodynamie depuis maintenant presque 20 ans. On a demandé exactement la certification en 2003, la certification Déméter. Mais c'est justement important parce que c'est un terroir où on travaille énormément le sol. On aide les racines à vraiment puiser profondément les sels minéraux et tout ce qu'il faut pour avoir un vin complexe. Et là maintenant, depuis seulement 3-4 ans, je trouve que ce vin, surtout cette parcelle vraiment devient de plus en plus intéressante. Le vin est de plus en plus complexe, salin. Aussi, c'est un vin qui demande par contre un peu plus de temps à s'ouvrir. Là, on est sur un millésime 2016. Donc pour moi, ça c'est encore tout jeune comme millésime pour un Riesling. On commence les 2016 et c'est vraiment, je trouve, un vin qui est en train de s'ouvrir, qui est déjà 2016. C'était un millésime finalement, on peut dire assez classique. Comme on avait il y a quelques années, on a vendangé un peu plus tard que 2015, qui était très chaud par exemple. Du coup, on a des belles acidités et on a un vin qui est déjà bien ouvert aussi. Au nez, c'est vraiment déjà un Riesling qui est étonnamment ouvert. Alors par exemple, pour cette cuvée, on avait d'abord commercialisé le millésime 2015. Ensuite, on a commercialisé le millésime 2014 et maintenant le 2016. D'accord. Pourquoi on a fait comme ça? Parce que le millésime 15, qui était justement très chaud, était très ouvert, magnifique. Le millésime 14 était beaucoup plus refermé, avec des acidités incroyables qu'il fallait un petit peu attendre. Et on a vraiment pas regretté notre choix. Et maintenant, le 16, on a pu attendre un petit peu. Et le 16, maintenant, est parfait aujourd'hui. Donc, c'est un peu la philosophie du domaine de jamais vendre les grands vins comme ça trop tôt. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, tout le monde avait des caves, on pouvait conserver les vins. Aujourd'hui, il faut s'adapter un petit peu à la consommation et les jeunes veulent une bonne bouteille, mais à boire tout de suite, on n'a plus forcément la chance d'avoir des maisons avec des belles caves. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire ce travail pour le client final. Alors là, on est vraiment sur les notes typiques du Riesling Letzenberg. On a un côté très pamplemousse rose. On a un petit peu des notes de zeste, d'orange. On est vraiment sur les agrumes. Mais on a aussi un côté un peu minéral, vraiment typé Riesling, mais très très légèrement, vraiment une petite touche minérale au nez, qui est toujours aussi typique de ce terroir. Mais c'est vraiment les agrumes qui prédominent. Alors en bouche, on a vraiment en début de bouche un vin très large, très complexe, qui reflète finalement bien l'argile, le côté argilo-calcaire, c'est large, c'est rond, c'est complexe en début de bouche, en toucher de bouche. Par contre, encore une fois, en fin de bouche, là, on a vraiment la petite amertume, l'acidité de l'agrume, du pamplemousse, comme je disais avant, qui vraiment réveille les papilles. Et surtout, ce que je trouve particulièrement intéressant sur le 2016, c'est vraiment cette salinité qui donne envie d'en reprendre. On a vraiment ce côté très très salin dans ce Riesling. Donc c'est un Riesling sec, il reste pratiquement pas de sucre résiduel. Mais les 2-3 grammes qui restent lui vont vraiment bien parce que c'est très équilibré, on les sent pas du tout. C'est vraiment un vrai Riesling de gastronomie. C'est très fin, très aérien, quoi. C'est vraiment un vin qui appelle le repas. Pour moi, c'est même un vin qui est iodé.
On a vraiment ce côté iodé dans le vin. Malheureusement, en Alsace, on a les vins pourpres, on n'a pas le poisson, on n'a pas des très très grands poissons, mais pour moi, ça appelle vraiment des poissons de la mer, tout ce qui est aussi même des crustacés, mais c'est un vin qui est quand même assez riche, donc on va même pouvoir prendre ce vin avec un beau poulet à la crème, une sauce un peu plus riche, plus complexe. C'est pas un simple Riesling à prendre avec des huîtres. On va vraiment pouvoir prendre ce vin sur plein de choses. Des plats plus riches. Ouais. Exactement. Avant, tu parlais de tes ancêtres qui avaient fait des fûts. Est-ce que c'est une tradition qui est restée ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question. Malheureusement pour moi, non. Il y a uniquement un ancêtre un de mes ancêtres qui avait donc 5 enfants, et à l'époque, la tradition était de faire construire un foudre pour chacun de ses enfants. Et la petite histoire, c'est que chaque année, donc, il vinifiait dans ce foudre. L'argent, la vente du vin était mis sur un compte à part, et le jour du mariage de l'enfant, c'était la dot du mariage. Okay. Et je dis toujours à mon père, dommage pour moi, je dis tu aurais quand même pu me construire un foudre aussi, ça aurait été chouette, mais voilà, on n'est pas à la même époque. Donc c'est vrai que j'ai pas mon foudre, mais j'ai la fierté, on peut dire, de continuer à utiliser les foudres de mes ancêtres. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et de se dire que depuis 1883, et malgré tout ce qu'on a vécu ici aussi dans cette cave, particulièrement à Merschuir, on a eu beaucoup durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était assez compliqué. Ça a jamais été détruit. Et chaque année, ces foudres ont été utilisés et sont toujours utilisés. Donc on change aussi régulièrement de cépage. C'est jamais le même vin dans le même foudre. Donc c'est parfois aussi un casse-tête parce qu'il faut toujours que le foudre soit bien plein. Donc là en 2018 on avait mis un Sylvaner. L'année dernière on avait fait notre crément les natures. Ici souvent on fait aussi l'Auxerrois vieille vigne dans ces vieux foudres. Alors c'est les plus grosses capacités du domaine. C'est des foudres qui sont aujourd'hui voilà. Nous on préfère travailler en micro-cuvée avec des petits foudres, mais on garde quand même ces 5 grands foudres. Donc on trouve, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir du Sylvaner ou un Pinot Blanc, un volume un petit peu parfois plus important pour pouvoir utiliser un foudre comme celui-ci. C'est bien, c'est chouette. Et l'histoire de la famille alors, ça donne quoi? Parce que finalement, on n'en a pas encore parlé. Oui, c'est vrai. Alors en fait, donc on est un très vieux domaine familial parce que depuis 1614, dans cette même cave, on fait du vin ici à Merschuir. Et de génération en génération, la famille a repris. Chaque fois, une personne de la famille a repris. Moi, je suis aujourd'hui la 15e génération. Et on travaille aujourd'hui 20 hectares de vignes. Et mon père a fait le choix de travailler en biodynamie. Depuis maintenant longtemps, c'était il y a quelques années déjà, il y a 20 ans, il travaillait de manière, on va dire, biologique. C'était vraiment, ça lui tenait à cœur. Et c'est pas que lui, bien sûr, c'est l'équipe dans les vignes qui travaille aussi dur toute l'année, mais on a passé le cap de la biodynamie il y a maintenant longtemps aussi, depuis 2003, et on ferait pas marche arrière, ça c'est certain. Donc voilà, 20 hectares de vignes qui aujourd'hui sont gérés surtout par mon mari qui s'occupe vraiment tous les jours, qui est amoureux de ses vignes, on va dire. Donc qui travaille dur dans les vignes pour essayer vraiment d'avoir au final le plus beau raisin possible. Et voilà, après on achète aussi un petit peu de raisin des vignerons principalement voilà du coin comme toujours, comme beaucoup de grandes maisons, on a toujours fait comme ça, et ça nous permet d'avoir différentes gammes, donc vraiment tout est séparé. Ça c'est vraiment la gamme du domaine, donc certifiée aujourd'hui Déméter. Alors on a plutôt des terroirs effectivement granitiques, mais on va aussi avoir un petit peu, comme je le disais, des terroirs plus lourds, argilo-calcaires. Mais c'est vrai que le style de la maison a toujours été le même. On produit des vins plutôt de gastronomie. On est sur des vins qui vont être toujours très frais, très digestes. Et ça, c'est important pour nous au domaine parce que notre première clientèle, c'est la restauration. Et aujourd'hui, on se doit de proposer des vins au restaurant, mais des vins de gastronomie. Donc ça, c'est vraiment un style. Mon père et moi, on est passionnés par les Riesling. On a beaucoup de Riesling différents. On sépare tous les terroirs, toujours dans un esprit sec. Après, le crément aussi aujourd'hui au domaine. Mon père a commencé dans les années 80 à faire du crément et ça a beaucoup évolué aujourd'hui. Donc on adore aussi le crément. C'est plus technique, on veut pas en faire trop non plus parce qu'on veut vraiment être capable de maîtriser toute l'élaboration du début à la fin. Mais pour nous, un grand vin, c'est vraiment d'abord des raisins de qualité. Donc c'est la première chose.
on travaille vraiment dur dans les vignes pour avoir au final une belle matière première. Ça, c'est hyper important chez nous. Question polémique, est-ce qu'un grand vin passe obligatoirement par l'agriculture biologique et la biodynamie? Alors, c'est une bonne question. Moi, je dirais non, pas forcément. C'est un choix du vigneron. Vraiment, je dis pas qu'un vin bio ou en biodynamie sera meilleur qu'un autre, pas du tout. Ça, c'est la philosophie. Il faut être convaincu en ce qu'on fait. Et pour nous, au domaine, personnellement, on est vraiment content du résultat. Même si parfois, c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de travail. En plus, c'est manuel, c'est physique. Quand faut piocher certaines vignes en plein été, quand il fait très chaud, voilà, c'est pas évident. Mais après, finalement, quand on goûte le vin, qu'on a des frissons et qu'on se dit waouh, là, il se passe quelque chose, on se dit bon bah c'est bon, toute la sueur, tout le travail effectué toute l'année, ben ça vaut le coup au final. Donc nous, on a fait ce choix pour vraiment essayer d'exprimer au mieux les terroirs. C'est vraiment pour nous très important d'avoir des vins qui reflètent les terroirs. Mais après, c'est pas du tout, c'est vraiment, bien sûr, le choix du vigneron, et ça, c'est tout à fait compréhensible. Et j'ai déjà eu des coups de cœur. Je suis vraiment au niveau des vins. J'aime beaucoup découvrir les vins de toutes les régions. Et c'est vraiment pas ce que je vais regarder en premier. Pour moi, c'est le plus important, c'est de savoir si le vin est bon ou pas, si on l'apprécie, s'il se passe quelque chose ou pas. Hein. Pour moi, ça transmet une émotion, quoi. Exactement. C'est ce qu'on essaye en tout cas chez nous de faire. Alors, on va découvrir le troisième vin. Alors, le troisième vin est issu d'un grand cru qui est dans notre famille depuis très très longtemps. Donc, nous, ça fait 400 ans qu'on fait du vin et ça fait plus de 250 ans, au moins, voire plus, je sais pas exactement, qu'on a au domaine le grand cru Quai Forcoff. C'est vraiment notre grand cru de prédilection. C'est le grand cru du village. Et puis c'est un grand cru qui nous porte. Mon grand-père adore le Quai Forcoff. Mon père s'est battu. C'était pas évident, mais il s'est battu pour que le Quai Forcoff passe grand cru. Il était à l'époque président du syndicat viticole et il a beaucoup travaillé pour que ce terroir soit finalement reconnu. Donc même si le Quai Forcoff était toujours, comment on peut dire, très connu, il lui manquait quand même cette appellation grand cru pour qu'un sommelier puisse le classer sur une carte des vins, on peut dire ça comme ça aussi. Et donc, c'est vrai que en 2007, ce terroir a été classé grand cru. Et aujourd'hui, on en est vraiment fiers. C'est aussi c'est quelque chose d'assez unique. Il y en a peu en Alsace, mais c'est un grand cru où on a le droit de faire un assemblage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique parce que c'est vrai que souvent, on voit le nom du grand cru et le cépage. Et là, par exemple, sur cette bouteille, comme on peut le voir, le vin s'appelle le Grand K. Il n'y a pas de notion de cépage. Alors ça, on a deux cuvées d'assemblage issues du Quai Forcoff. Ça, c'est le grand frère. C'est la cuvée un petit peu plus haut de gamme issue des vieilles vignes. Mais il faut savoir que pour faire l'assemblage Quai Forcoff, il y a quand même un cahier des charges. On peut pas faire forcément l'assemblage Quai Forcoff avec n'importe quel cépage. Il y a toujours une majorité de Gewürztraminer. Ça, c'est vraiment la particularité. Et après, il faut aussi mettre une certaine quantité de Riesling. On peut aussi utiliser du Pinot Gris, du Muscat. Mais chez nous, on a, entre guillemets, la même recette depuis des générations et des générations. C'est vraiment d'utiliser deux cépages, c'est le Gewürztraminer et le Riesling. C'est les deux cépages aussi qui finalement réussissent, on peut dire, le mieux sur ce terroir, je pense. Hein. Après, il y a des beaux Pinot Gris, quelques Muscats intéressants, mais c'est vrai que c'est beaucoup planté en Gewürztraminer et en Riesling. Alors là, on est sur cette cuvée, on est sur une toute petite production. C'est un vin qu'on fait pas chaque année. En fait, cette cuvée possède à peu près 70% de Gewürztraminer et 30% de Riesling. Et en fait, pour le Grand K, on utilise nos plus vieilles vignes du domaine, donc des vieilles vignes qui ont plus de 70 ans. Et on récolte le même jour nos Riesling et nos Gewürztraminer. On les récolte le même jour et ensuite on presse ensemble les deux cépages. Donc au domaine, on travaille uniquement en pressoir pneumatique, avec des pressoirs pneumatiques, sur des pressurages très longs.
très lent pour vraiment extraire très doucement le jus. C'est vraiment un changement que mon père a fait maintenant il y a plus de 30 ans, mais qui était pour nous indispensable. C'est vraiment une belle matière première, un pressurage de qualité lent, on prend notre temps. Et ensuite, au cave, par contre, là, on travaille de manière très très traditionnelle, on peut dire. Donc vraiment, rien que dans le pressoir, il va y avoir une osmose qui va se créer entre ces deux cépages. Alors le Kevorkov est assez particulier parce que c'est un grand cru qui possède finalement un seul grand cru mais plusieurs terroirs. On utilise chez nous pour cette cuvée une parcelle de vigne qui est vraiment sur le côté granitique du grand cru. Et on utilise aussi une autre parcelle qui est plus sur la faille calcaire du grand cru Kevorkov. Et on a toujours, même pour notre Riesling, on a toujours essayé d'utiliser du calcaire et du granit pour vraiment finalement représenter le mieux, on va dire, ce grand cru. On a la chance d'avoir plusieurs petites parcelles un petit peu partout sur le grand cru, donc c'est toujours intéressant de finalement les assembler. Tout à fait. Et donc dès le pressoir, c'est quand même bien, quoi. Voilà, ouais, exactement. Et alors après, donc toute la vinification, donc ça c'est vinifié dans un petit foudre aussi. Donc c'est vraiment confidentiel. On fait 1000-1500 bouteilles maximum tous les 2 ans, ça dépend. Il y a des années où on n'a pas forcément pu le faire parce que le Riesling et le Gewürztraminer n'étaient pas mûrs en même temps. On a décidé de pas le faire. On le fait vraiment les grands millésimes avec beaucoup de concentration et quand on voit que la maturité est vraiment en même temps aboutie. Ça c'est important, on va dire, pour nous. Donc là on est sur un bébé. Ce vin c'est un 2017. C'est pour moi beaucoup trop jeune, mais malheureusement, comme on en a très peu, on commence doucement à en parler, mais c'est encore un vin qui est très jeune, c'est un très très grand vin de garde. Au nez, on a vraiment un vin qui reflète pour moi le terroir. Le Kevorkov donne toujours un style de vin très épicé. Là, on a vraiment le côté poivre blanc, un petit peu même cannelle. On est vraiment sur les épices. Ça c'est typique du Kevorkov. Par contre, personnellement, je trouve qu'on sent pas vraiment le Riesling encore au nez. Là, on a vraiment le Gewürz qui prédomine. C'est clair. Par son côté exubérant, exotique aussi un petit peu, mais très délicat. On n'est pas sur un Gewürz trop pommadé. On est vraiment sur les épices, un petit peu le côté exotique, mais vraiment sur la finesse. Ouais. C'est là qu'on bouge, c'est là qu'on se rend compte vraiment la petite touche de Riesling, là on la sent. Ouais. C'est qu'en fait, c'est un vin qui va être très concentré, beaucoup de matière. Les épices au début vraiment sont présentes comme au nez, hein. Et par contre en fin de bouche, on a la fraîcheur, le côté ciselé du Riesling qui vient finalement relever les épices du Gewürztraminer. C'est vraiment un assemblage que j'adore et que je changerais pour rien au monde. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est vraiment effectivement c'est une cuvée phare au domaine. Mais comme dit, c'est bien les nouvelles générations qui arrivent, qui changent des choses. Je crée des nouvelles cuvées, je m'amuse dans ce que je fais. Mais il y a des choses où je pense qu'il faut, il y a des choses qu'il faut garder. Et ça fait partie des cuvées vraiment phares du domaine et qu'il faut garder comme ça parce que finalement c'est ce qui me plaît, quoi. C'est dommage que tu n'aies pas une étiquette interactive dans le sens où finalement en ce moment tu pourrais l'appeler le BBK. Oui. Et au fur et à mesure qu'il vieillit, il devrait s'appeler le grand K. C'est une bonne idée. Parce que c'est vrai que là c'est dommage encore, oui. le sucre est encore un peu trop présent et je pense que d'ici quelques années il va vraiment se fondre. En 2017, comme on a eu beaucoup de gelée, comme je disais au début, le problème, c'est qu'on a eu des rendements sur les Gewürztraminer. Sur cette parcelle, on était à 20 hectolitres hectare. Donc vraiment des rendements très très petits. Beaucoup de concentration, les degrés sont montés très vite. Et du coup, c'est vrai qu'on a un vin vraiment riche avec des sucres résiduels qui vont au final avec le temps mais s'estomper complètement. Aujourd'hui, on déguste les 2012, c'est complètement c'est digeste, il y a pas du tout, on sent pas du tout le sucre. Là, comme c'est encore très jeune, on sent que c'est en train de se mettre en place, on peut dire. Là, faut l'acheter et l'oublier, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est un vin
je dirais c'est un vin presque plus de méditation. Ouais, C'est clair. pas un vin que je recommande à prendre forcément avec quelque chose à manger. Non. Pour moi, voilà, c'est un vin de Tout à fait, plaisir. ouais. Après une dure journée de travail, C'est ça. voilà, on profite, on prend un bon verre de Keforkov et puis on oublie, on va dire, C'est les ça. soucis, on De se la relaxe journée, et c'est important aussi de faire des vins un petit peu comme ça de plaisir. Tout à fait. Après, avec tout ce qui est un dessert aussi à base de fruits exotiques. J'ai la chance d'avoir mon beau-frère qui est pâtissier, donc Il y a c'est pire. dur, hein. Donc c'est vrai que souvent, ben voilà, on fait des petits essais, il nous ramène des desserts et j'ai la dure tâche de devoir lui dire si ça nous plaît ou pas. Et c'est vrai que ça me fait penser souvent quand il aime beaucoup les fruits, et un dessert à base de fruits exotiques et ce vin, c'est aussi assez intéressant, quoi. Franchement, il y a pire. Voilà, on peut dire ça. En tout cas, merci. Merci. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup.